Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi chez Africa numéro 1. Vendredi, c'est permis, l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les débatteurs invités. C'est l'actualité dans tous ses états chez Africa numéro 1. L'émission est en direct jusqu'à 19h20. Cela se passe aussi sur notre page Facebook, facebook.com/vendredi, c'est permis. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec aujourd'hui, les débatteurs présents aujourd'hui, Jean-Paul Benoît, maître Jean-Paul Benoît, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Jean-Paul Benoît, avocat et député européen honoraire, on oublie le Parti radical de gauche. Je ne le ferai plus ça, c'est la dernière fois que je parle du Parti Si radical ça de vous gauche. amuse, vous pouvez continuer. Pierre Franklin Tavares est avec nous, bonsoir Pierre. Bonsoir Francis et bonsoir à tous. Pierre Franklin Tavares, philosophe, écrivain, élu local à Épinay-sur-Seine, élu local mais indépendant, hein, c'est ça hein? Oui, c'est bien ça, sans étiquette. Mais de quelle sensibilité vous vous sentez le plus proche quand même, dans le conseil non, municipal? je suis plutôt de gauche. Hein, Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on ne sait pas quelle gauche d'ailleurs. Mais bon. J'ai un parcours assez particulier qui La a gauche commencé plurielle. au Parti Socialiste, Plutôt, oui. qui a transité chez Chevènement et puis maintenant qui est libre, si je puis dire. D'accord. Votre prochain ouvrage à paraître, on va le citer. On le citera et aussi après, évidemment, sa parution. Saint-Augustin, entre mémoire et souvenir, matériaux pour l'ontologie du souvenir. Et votre blog pftavares.fr. Merci d'être là. Abel Boyer est avec nous, bonsoir. Bonsoir Francis. Président de la plateforme Force républicaine. Et je rappelle également le titre de votre ouvrage, on le répétera jamais assez, La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale aux éditions CID. Et pour la première fois, vous avez eu l'accueil qu'il mérite. Evra Nango est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Evra Nango, vous êtes président du Parti des démocrates congolais, le MODEC, et vous êtes membre fondateur du collectif Sauvons le Congo. Un mot sur ce collectif? Le collectif Sauvons le Congo est toujours là, sur la place de Paris. Les activités, il y a un nouveau coordonnateur. Moi, je m'occupe plus maintenant du parti au niveau... Alors, c'est quel Congo? Parce que voilà, Congo-Brazzaville. Ah oui. Congo-Brazzaville, parce que souvent les gens font l'amalgame entre les deux Congos. Oui. Comme le Congo et Kinshasa, c'est plus grand que le Congo-Brazzaville. Beaucoup de gens ont tendance à penser plus au Congo-Kinshasa que au Congo-Brazzaville. Et c'est vrai que les Brazzavillois le disent souvent, ils disent qu'est-ce qu'on est embarrassé quand même depuis que la RD Congo s'appelle Congo. Et il faut à chaque fois préciser Congo-Brazzaville. Il y a un embarras par rapport à ça. Il n'y a pas d'embarras, oui. Mais puisque depuis les indépendances, les deux pays étaient tous Congo. Oui, mais en fait, quand ça s'appelait Zaïre, c'était plus confortable pour Brazzaville. Oui, c'était plus confortable, oui. Mais ils ont retrouvé leur ancien nom. Attention à votre... allez-y. Ils ont retrouvé leur ancien nom, donc du coup, ça ne me dérange pas. Il faut seulement... différencié. J'ai connu des Congolais que ça dérange. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Vendredi, c'est permis sur Africa numéro 1. Mes meilleures salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Merci à nos nouveaux amis sur Facebook et bien sûr, toujours une pensée forte à nos amis du Burundi et aussi à nos amis de la RD Congo. Avec Jean-Paul Benoît, Pierre Franklin Tavares, Abel Boyi, Evra Nango. Alors, 3 sujets pour vous, messieurs, qui sont soumis à vos commentaires forcément brillants, lumineux et sagaces. Les États-Unis, nous parlerons de Trump. Trump est-il devenu le pire ennemi de la Palestine? Et en diplomatie, nous parlerons du retour inattendu de la Russie en Afrique. Enfin, un retour en France avec cette polémique qui monte autour d'un rapport pour, dit-on, réformer l'islam en France. Voilà donc pour le sommaire. On commence avec le premier sujet, bien sûr, les États-Unis, après avoir installé l'ambassade américaine à Jérusalem, après le retrait des États-Unis de l'UNESCO en octobre 2017, après la suspension en août dernier de la participation financière de Washington à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, après la suspension par Donald Trump le 8 septembre dernier d'une aide de 25 millions de dollars destinée aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est, l'administration Trump a décidé cette semaine de fermer la mission palestinienne à Washington. Et c'est vrai, messieurs, qu'on n'avait jamais vu un président américain multiplier autant de charges hostiles contre les Palestiniens. Maître Jean-Paul Benoît, à quoi peut aboutir cette politique américaine dans le conflit israélo-palestinien? Non, mais Trump est dans sa logique simpliste. Il a retrouvé l'isolationnisme américain dans ce qu'il a de pire, et il essaie de créer des rapports de force partout. Et en ce qui concerne la Palestine et Israël, vous venez de l'énumérer, il a pris des décisions qui sont autant de provocations et autant de raisons ou d'éléments qui vont empêcher toute reprise du dialogue israélo-palestinien. Et il est soutenu
dans cette démarche qui est dangereuse pour la paix, dangereuse pour les États-Unis elles-mêmes, dangereux pour Israël à terme, et totalement négatif pour les Palestiniens. Il est soutenu par le gouvernement de M. Netanyahou, qui a installé les colonies sur les territoires palestiniens, qui ne respecte pas un certain nombre de décisions de l'ONU et qui est dans une politique, avec la réforme constitutionnelle en Israël, qui aboutira en Israël à créer des citoyens de seconde zone. Donc il y a toute une partie de l'intelligence israélienne, de la gauche israélienne, du mouvement Peace Now, qui sont tout à fait hostiles à cette politique et à ce que fait Trump. Mais Trump essaie de créer un espèce de rapport de force partout. C'est ce qu'il fait en quittant l'accord sur l'Iran, puisqu'à terme, il ne s'engage pas. Il dit, moi, même par la force, je veux expulser les ayatollahs du pouvoir. Donc, il est dans sa logique. Moi, maintenant, ce que fait Trump en matière internationale, tout m'inquiète et rien ne me surprend. Alors, pour fermer cette mission palestinienne à Washington, la raison évoquée par la Maison-Blanche est celle-ci. Les Palestiniens auraient condamné un nouveau plan de paix initié par les Américains avant même de l'avoir lu, c'est ce que dit Washington. Faux, répond Osam Zomlot, représentant de l'OLP à Washington, qui lui affirme que la décision américaine intervient en réaction aux démarches palestiniennes en cours visant à traîner les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Pierre Tavares, est-ce que Trump est en train de devenir le pire ennemi des Palestiniens ? Probablement, en tous les cas, c'est comme ça que les Palestiniens le conçoivent. J'ai eu l'avantage de connaître un peu Israël, d'avoir quelquefois discuté avec Benjamin Netanyahou. J'étais moi-même assez proche de Shimon Peres, de la gauche israélienne. Je connais également un peu la Palestine pour y avoir traversé quelques arpents de terre. Et avec Donald Trump, nous passons dans une autre phase. Je crois qu'il y a 3 axes qui déterminent sa politique. Il y a d'une part le fait qu'il sort carrément et de façon délibérée de la Convention de Vienne qui régit les rapports entre les États. Et ça, nous ne devons pas l'oublier, pour que les auditeurs comprennent bien. Il n'y a pas simplement une volonté de sortir du multilatéralisme, mais essentiellement de rendre caduque la Convention de Vienne. Ensuite, on a, et je reviens des États-Unis, je m'étais marié il y a 40 ans là-bas, et donc j'ai beaucoup de familles, je suis frappé par la nouvelle vigueur de la société civile américaine, et notamment des Noirs démocrates, qui, parce que le produit intérieur brut est en croissance, on a un taux à peu près qui tourne autour de 4%, et puis nous avons aussi un taux de chômage quasiment record, à la baisse, nous sommes à peu près à 3,5. Donc il y a là une personne qui à la fois est consolidée par la société civile dans son ensemble, qui en même temps veut sortir de la Convention de Vienne, et puis qui enfin dessine une nouvelle charpente du monde autour de 5 pays, principalement un axe assez fort qui est la Russie, Israël et les États-Unis, et à côté de ça, vous avez la Chine et en même temps l'Arabie Saoudite. Et c'est tout ça qui explique un peu, qui puisse comme ça, de manière aussi étonnante, frappante, pousser... Frappante, c'est le mot, oui. Voilà, pousser les Palestiniens, les acculer dans une situation qui est difficile, mais en même temps, et comme je le suggérais à quelques amis palestiniens, ça a marché pour Trump avec la Corée, peut-être aussi que les Palestiniens seraient sur des bases solides et fermes, en remobilisant peut-être les réseaux arabes. Mais quel gain politique peut-il espérer de ces charges contre les Palestiniens ? Son problème à lui, il me semble, son problème à lui, c'est... Voilà, c'est ça. Il ne vise que les intérêts américains, les intérêts de la société civile américaine, et donc par conséquent, il avance. Il est dans le village américain, exactement, dans un village américain. C'est vraiment un univers mental assez restreint. C'est ça. C'est vraiment, il fonctionne comme le grand chef d'entreprise qu'il a été, il fonctionne sur le même modèle, mais ce qui me frappe, au-delà de ce que peuvent dire là-bas les médias, etc., c'est les populations, en particulier noires que j'ai rencontrées, qu'elles soient haïtiennes, avec le taux de chômage qui a tellement baissé, toutes ces populations noires et un peu d'origine étrangère, américaine, ils voient plutôt un second souffle. Ah oui. Voilà. Donc on est dans un espace qui est pas très paradoxal, vraiment très surprenant, où les grandes dichotomies tombent et l'interprétation devient difficile. Voilà. Et je pense qu'il faudrait que les Palestiniens ne rompent pas les relations. À mon avis, ils devraient plutôt continuer à discuter. Et puis
Voilà. On parlera tout à l'heure évidemment des rapports devenus conflictuels entre la Maison-Blanche et la Cour pénale internationale. Maître Jean-Paul Benoît nous éclairera d'ailleurs, puisque Maître Jean-Paul Benoît connaît très bien les arcanes de la Cour pénale internationale. Mais avant cela, j'étais en Israël il n'y a pas longtemps. Abel Boyi, votre commentaire sur cette fermeture de la mission palestinienne à Washington et le reste évidemment, toutes ces charges hostiles de Donald Trump contre les Palestiniens. Comme ça a été dit juste avant, Donald Trump, c'est un chef d'entreprise avant tout. Donc lui, tout ce qui est accord, convention internationale, ça ne l'intéresse pas du tout. J'aimerais juste faire une précision. Il y a quelque chose qu'il a compris que beaucoup de gens s'entêtent à ne pas comprendre, c'est que le conflit israélo-palestinien n'est absolument pas quelque chose qui se réglera par une issue politique, diplomatique ou autant qu'on ne comprend pas qu'en réalité c'est une guerre de religion parce que c'est une zone du globe qui est quand même le berceau des 3 religions monothéistes et qu'on sait que ces populations se battent sur la base de ce qu'ils considèrent être des références par rapport à leurs livres sacrés dans chacun des camps. Oui. Trump, il a compris une chose. Quand il a été élu quand même, un des premiers mots qu'il a dit, c'était quand même à l'attention de l'électorat juif et à l'attention de l'électorat évangélique. Donc il sait très bien qu'en prenant cette position forte, balayant tous les accords et toutes les législations internationales, il sait qu'il va satisfaire un réseau, voire un lobby qui est très fort en tout cas aux États-Unis, parce que ici on ne s'en rend pas compte, bien entendu, parce que on exalte la laïcité d'une certaine manière, mais là-bas c'est un pays, c'est un peu le pays de tous les paradoxes, parce que autant le fait religieux est important, mais autant la débauche l'est tout autant. Mais c'est vrai que les lobbies religieux ont une véritable capacité de puissance de réseau. Et lui, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de réseaux puissants. Et je crains même que ces décisions qu'il prend, et il ira plus loin, je pense. Je pense qu'on est qu'au début vraiment d'une machination de sa part. C'est ce qui lui permettra d'être réélu pour un 2e mandat, malheureusement. Et tout cela se fait au-delà du bien et du mal, bien entendu. Evra Nango. Oui. Bon, je pense que Donald Trump est dans sa logique, de l'islamisme des États-Unis. En plus aussi, il bénéficie du soutien du lobby juif. C'est le lobby juif qui, à mon avis, qui l'a financé, qui l'a aidé aussi pour pouvoir accéder aux affaires aussi. En dehors du lobby juif aussi, il y a l'intervention aussi des évangéliques aussi, parce que les évangéliques aussi ont beaucoup pesé aussi dans l'électorat de Donald Trump. Donc, c'est une question... Qui déjà était très pro-palestinien, proactif, en tout cas dans ce sens-là, sous M. Bush, sous George Bush. Oui, tout à fait, oui. On a toujours, le lobby évangélique a toujours considéré Israël comme étant une 53e État des États-Unis. Donc, pour eux, Israël, avec le lobby juif, pour eux, Israël, c'est comme si c'est une partie des États-Unis, un prolongement des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, Donald Trump aussi, il est dans cette logique-là. Parce que pour lui, il estime que non, les Palestiniens, en ramenant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem-Est, c'est un signal fort que Donald Trump a lancé vis-à-vis du lobby juif. Et ça, en tout cas, il a eu l'adhésion de Benjamin Netanyahou, du gouvernement israélien. Et ça, c'est ce qui a fait que non, les Palestiniens aujourd'hui se sont retournés parce qu'ils n'ont pas accepté pour les Palestiniens. Jérusalem, c'est la capitale de la Palestine, mais alors que les Juifs se basent aussi par rapport aux heures écrits, parce que c'est un conflit, normalement c'est un conflit religieux. Donc voilà, par rapport à la religion juive. Donc vous associez à ce que vient de dire Abel Oui, Boyi, tout à fait, il a raison, parce que par rapport à la religion juive, Jérusalem, c'est la capitale d'État d'Israël. Et par rapport à certaines prophéties aussi, biblique aussi, que non, une fois que Jérusalem sera la capitale d'État d'Israël, et ils pourront reconstruire leur temple, parce qu'il y a un problème de reconstruction du temple, et éventuellement pour le retour du Messie. Maître Jean-Paul Benoît. Moi, je veux juste ajouter un mot. C'est que si la politique de Trump se déroulait comme ça en Palestine et en Israël, c'est qu'il y a une faiblesse en matière de leadership pour la paix au sein du gouvernement israélien, et que l'autorité palestinienne est extrêmement faible, puisqu'elle n'a pas réussi à régler le problème interne de ses rapports avec ses opposants et la frange la plus, je mets entre guillemets, terroriste qui... Vous parlez du Hamas. Du Hamas, bien évidemment. Mais Hamas n'est pas devenu un peu l'allié objectif d'Israël dans cette configuration? Non, mais Israël s'en sert. Oui. Israël s'en sert en disant il y a le Hamas, on brandit le Hamas pour ne pas faire la paix avec les autres. Mais le problème, il est aussi... Quand la politique du pire prospère venant de l'étranger, même si c'est la première puissance mondiale comme elle l'est encore, la Chine va peut-être la rattraper bientôt, c'est que le terrain est favorable.
S'il y avait encore un Pérez ou un leader palestinien qui veut vraiment la paix, qui a réussi, malgré toutes les difficultés économiques, territoriales, la faiblesse maintenant de l'Égypte sur ce dossier, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, et il a un terrain favorable. Mais comment expliquez-vous qu'il puisse se démarquer autant du discours de tous ses prédécesseurs, qui eux quand même se cantonnaient plutôt, je dirais, dans le discours de l'apaisement, de la promotion de la paix, etc. Et là, on a affaire à un pyromane quand même. Trump, il a une obsession. Moi, j'ai fait une visite avec les anciens parlementaires européens, mission d'études aux États-Unis en octobre dernier. Je suis revenu, on a rencontré tous les dirigeants américains, dont celui dont on parle. Il a une obsession, se démarquer sur tous les sujets d'Obama. Ça, c'est dans cette obsession. Et il le dit aussi clairement que je vous le dis. Il le dit, Obama, il a tout faux. Voilà. Et donc, c'est son obsession. Et effectivement, actuellement, grâce à la prospérité économique, etc., il a des chances peut-être d'être élu. J'espère que non, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers qui pèsent sur sa tête. Ah oui. Et je pense plus à l'article 25 de la Constitution américaine que le problème avec les Russes pour arriver à une destitution. Il faut quand même voir ce que vont donner les midterms, les élections prochaines à la Chambre des représentants et au Sénat. On va voir, parce qu'il y a quand même une grande lassitude, inquiétude d'une grande partie de la société américaine à l'égard de Trump. Même au sein du Parti républicain, il n'ose pas encore l'affirmer totalement. Mais on l'a bien vu aux obsèques de McCain, ce qui s'est passé et ce qui a été dit à ce sujet. Oui, on voit bien que les républicains, certains en tout cas, s'accrochent à Trump comme un ivrogne s'accroche à un lampadaire, évidemment. Les politiques, comme d'autres s'accrochent en France à Mme Le Pen ou à M. Mélenchon. On marque une pause, messieurs, pour la publicité, pour la bonne cause, et on revient dans 2 minutes pour reprendre le cours de cette édition de VCP avec Maître Jean-Paul Benoît, Pierre-Franklin Tavares, Abel Boilly et un nouveau venu dans VCP, Evra Nango, à qui nous réservons évidemment et nous manifestons le meilleur accueil possible. À tout de suite. Analyse, commentaires, coup de cœur, coup de gueule. Vendredi, c'est permis. La revue de l'actualité sur Africa numéro 1, comme nulle part ailleurs. Avec Evra Nango, Abel Boilly, Pierre-Franklin Tavares et Jean-Paul Benoît. 3 sujets dans cette édition de VCP. Nous parlons tout à l'heure de cette polémique autour d'un rapport pour réformer l'islam en France. Nous parlons également du retour inattendu de la Russie en Afrique. Mais nous restons encore quelques minutes sur le phénomène Donald Trump. Donald Trump, pire ennemi des Palestiniens. C'est la question que nous nous posons dans cette première partie de l'émission. Pierre-Franklin Tavares, est-ce que cette politique de Trump n'est pas en train de créer, de nouvelles séquences, peut-être encore plus brutales, du conflit israélo-palestinien? En tous les cas, depuis que le Qatar ne finance plus l'intifada, on voit que il est difficile que ce processus de révolte se maintienne. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je ne suis pas sûr que dans l'esprit de Donald Trump, je ne suis pas à l'intérieur, mais pour ce que j'entends de quelques parties. Non, j'y aurais mis un peu d'ordre. C'est pas très ah bon. Il y a du boulot. Et je reste convaincu que, de même qu'on a vu une tension extrêmement vive entre la Corée du Nord et Donald Trump, pas avec les États-Unis, mais avec Donald Trump, parce que là, on a affaire à vraiment un personnage. Je disais la dernière fois sur le plateau, reprenant Aristote, que le caractère est la partie irrationnelle de l'âme. Et donc ça, il faut savoir discuter avec cet irrationnel-là, mais qui a une intention. Voilà. Je pense que ça se durcit. Mais la Corée, c'est un gros morceau, la Palestine, qui n'existe même pas encore officiellement en tant qu'État. Non, mais tout à fait. Quand même, c'est pour ça que je dis qu'on a plus affaire, non pas à des relations de puissance, mais à un caractère. Voilà. C'est avec ce caractère-là qu'il faudra négocier jusqu'à la fin de son mandat. Et comme lui-même estime qu'il va être réélu, et je reviens des États-Unis, j'ai le sentiment, après avoir discuté avec beaucoup de démocrates électeurs, que la chose n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, par conséquent, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes contraints de discuter avec un caractère qui a une vision très précise, dichotomique, fermée, mais qui en même temps a un plan, selon lui, rationnel dans les rapports de force. Sa rationalité, en tout cas, voilà, qui est remise en cause fortement d'ailleurs dans le dernier ouvrage qui a été publié par ce journaliste. Oui, tout à fait. Un mot encore, Evra Nango, avant qu'on passe à la séquence Cour pénale internationale. Oui, effectivement, Donald Trump, il est vraiment dans une logique qui franchement d'affrontement.
Parce que, comme l'a su dire mon télécollecteur, c'est au niveau de son caractère. Il faut voir au niveau de son caractère. Parce que lui, c'est un chef d'entreprise, c'est un bagarreur. Pour lui, en tout cas, sa politique, c'est comme si voilà, il gérait son entreprise. Donc, avec les Palestiniens, je pense que non, ce conflit va encore perdurer. Il n'est pas vraiment dans la volonté de pouvoir trouver des solutions. En plus, l'accord d'Oslo, déjà, pour lui, c'est caduc. L'accord d'Oslo, déjà, pour lui, c'est mort. Donc, il pense que non, il faut renégocier. Mais renégocier, il faudrait qu'Israël soit en position de force. C'est pour cela que non, Donald Trump aussi, il a essayé de couper un peu les vivres à l'État palestinien et forçant les Palestiniens, une fois que les Palestiniens sont en position de faiblesse, maintenant, en négociant maintenant, Israël peut-être pourra... Est-ce que finalement, les Palestiniens, est-ce que ce n'est pas juste une pièce dans son jeu pour envoyer ce message que vous indiquez tout à l'heure, M. Jean-Paul Benoît, au monde entier, c'est-à-dire renforcer cet isolationnisme, évidemment, qui est son credo initial? Oui, c'est son credo, puis ça a été... l'isolationnisme fait partie de l'histoire américaine. Les Américains ne sont venus en Europe, à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, que, entre guillemets, quasiment contraints. Et Trump, il a un discours simple, il dit pourquoi le petit gars du Wisconsin va se faire tuer pour les autres, c'est tout. Et ça marche. Et les États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est parce que les États-Unis ont été touchés par le Japon. Oui. Exactement. C'est pour cela. C'est par rapport aussi à leurs intérêts aussi, parce que les Américains ont beaucoup d'intérêts aussi. Roosevelt le disait d'une manière plus non plus. Voilà. Bien sûr, c'est dans ce contexte que les États-Unis de Trump ont donc décidé ont menacé cette semaine de représailles et de sanctions le personnel de la Cour pénale internationale si jamais cette cour s'en prenait à des Américains ou à Israël. Alors, des menaces qui interviennent au moment où on évoque de possibles enquêtes de la CPI concernant des soldats américains ayant servi en Afghanistan et aussi Israël accusé par l'autorité palestinienne de crimes de guerre. Alors, John Bolton, conseiller à la sécurité de Donald Trump, a précisé que, je cite, nous allons interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux États-Unis. Nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain et nous allons engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire. Fin de citation. Mais Jean-Paul Benoît, alors, ces menaces sont d'autant plus surréalistes que les États-Unis n'ont pas ratifié, n'ont même pas signé le statut de Rome qui a fondé la CPI. C'est ce que j'allais dire. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de Rome. Donc, ils ne sont pas... partie à la Cour pénale internationale. Alors là, c'est des menaces aussi, en disant, mais les États-Unis ne sont pas le seul en ce moment à se plaindre de la Cour pénale internationale. Enfin, ce ne sont pas les mieux placés, quoi. C'est ça, quand même, parce qu'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome. Ça fait un peu western, quand même, tout ça. Voilà, mais ça fait partie du vocabulaire de Trump et de son équipe. Alors... Il accuse les juges, il va saisir leurs avoirs, tant est que les juges de ces pays ont des avoirs aux États-Unis. Ça, c'est n'importe quoi. Et quand moi, on m'a interrogé là-dessus, justement, à la télévision néerlandaise, j'ai dit, ils n'ont pas signé le statut de Rome, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Alors, les prédécesseurs pensaient sans doute la même chose, mais ils ne le disaient pas. C'est que, je ne parle pas d'Obama, mais disons Bush, devait penser la même chose, il ne disait pas. Trump, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et comme il n'a aucune culture internationale, et il ne veut surtout pas en avoir, aucune culture tout court, ça n'intéresse pas, il se vante de jamais avoir lu de livre. Et voilà, donc on est en face d'un personnage hallucinant pour moi, à la tête de la première puissance mondiale, et dangereux quand même. Abel Boilly, c'est vrai que même les opposants les plus farouches à la CPI ne prononceraient pas des mots comme ça à l'encontre des juges de cette cour. Mais Donald Trump, en fait, il est nostalgique de l'ancien monde par rapport au nouveau. Et lorsque je dis ça, je ne sais pas quel est l'ancien monde d'ailleurs. Justement, je vais vous expliquer. Je fais pas allusion à la conquête de l'Ouest. Je fais pas allusion à Emmanuel Macron en parlant de nouveau monde, bien entendu. Cet ancien monde, justement, où les puissances se comportaient comme des États forts, comme des blocs qui interagissaient entre eux sur la base de rapports de force. Mais je ne vais pas dire, mais là, ça fait un peu voyou quand même. Je veux dire que bien sûr. On ne ratifie pas le statut de Rome, mais enfin, on se permet quand même de dire, on va émettre des sanctions contre les juges d'une Cour pénale internationale dont on n'est pas parti. Mais est-ce qu'il faut être étonné lorsque Donald Trump avait émis son slogan Make America Great Again?
Fallait voir ce que ça voulait dire en fait. Ça voulait dire dans son esprit, dans son caractère, make America mégalo comme moi en fait. Je peux aller prendre les gens n'importe où dans le monde et les juger chez moi. En voilà, fait, exactement. C'est-à-dire c'est l'Amérique toute puissante, c'est l'Amérique bénie du Seigneur qui a le droit de bénir et de maudire le monde entier. Il s'inscrit vraiment dans ça. Donc il est dans une pensée très extrémiste, prêt à mettre en péril les relations de paix. C'est une méconnaissance totale du monde tel qu'il est. Oui, mais il faut je pense notamment au coup d'État qui a été fomenté contre le Venezuela et j'en passe. Il y a une espèce d'universalité du droit américain. Et on le voit bien à propos de l'Iran. À partir du moment où un certain nombre de transactions sont exprimées en dollars, les États-Unis décident qu'ils ont la capacité de poursuivre toute entreprise à travers le monde. C'est une des prérogatives d'ailleurs de la fédérale. Exactement. Et c'est un vrai problème. Moi, j'avais consacré un tweet à ce sujet quand il y avait eu, je ne sais plus quel incident. L'universalisme du droit américain est un vrai problème pour le reste du monde et notamment. Et je dis pour conclure, je ne veux pas conclure, mais je constate, hélas, 3 fois hélas, que l'Europe est muette. Oui, voilà, c'est justement, dans tout ce tintamarre. Exactement. Et que, voilà, c'est ma grande inquiétude. C'est-à-dire que tout le monde se plaint que Trump est méchant, que Trump est le diable, mais personne n'ose vraiment s'opposer d'une façon franche en utilisant même une violence verbale aussi importante. Il faut dire que personne ne s'attendait non plus à avoir à la tête des États-Unis un homme tel que celui-là. Oui, mais peut-être un peu décontenancé. Maintenant qu'on est habitué. On s'habitue lentement. Non, mais on l'avait entendu pendant sa campagne, il n'a pas caché son jeu. Oui, en plus, il fait ce qu'il a dit. Bon, en fait, donc vous voulez dire que l'Europe n'a pas l'excuse de la surprise, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais justement, Donald Trump va dans la logique de confrontation avec l'Europe, parce que pour Donald Trump, dans sa logique, qui dit la CPI, c'est l'Europe. Et dans sa logique, il faut combattre l'Europe. Une fois que l'Europe est affaiblie, les États-Unis vont rester à toute puissante. Donc voilà, donc c'est ça la vision de Donald Trump par rapport à la CPI, parce que pour lui, il estime qu'il n'est pas signataire de l'accord de Rome, du statut de Rome, mais pourquoi la CPI peut poursuivre maintenant les soldats américains qui se sont impliqués dans la guerre en Afghanistan, alors que nous avons vu comment que les talibans ont traumatisé le monde aujourd'hui avec le terrorisme, et les Américains, en allant intervenir en Afghanistan, ils ont pu arrêter l'avancée des talibans. Maintenant, pourquoi la CPI peut se permettre de poursuivre les soldats américains? Pour eux, c'est inadmissible. Oui, enfin, c'est dans cette logique, oui. Pierre Tavares, un mot là-dessus? Moi, je dirais que c'est dans la continuité de ce que Poutine a apporté comme discrédit à la CPI. Lui, il le fait avec son caractère. Et au fond, on doit se demander s'il a tout à fait tort sur cette question-là. Parce qu'on a vu une justice là-bas qui était clivée, qui était impartiale. Vous avez tout à l'heure rappelé qu'elle était partisane. Et là où les États puissants d'Europe et du monde ne se plaignent pas, je ne vois pas ce que peut bien faire la CPI. Donc, cela dit, la CPI a quand même répondu à Donald Trump en expliquant mardi dernier ne pas être dissuadé par les menaces de Washington. Mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce sont des propos vains. Oui, enfin, c'est quand même des propos qui sont quand même prononcés par les autorités de la première puissance mondiale. Donald Trump n'est pas le seul chef d'État qui fustise la CPI. Même les États africains aussi aujourd'hui, ils estiment que non, si la Cour pénale internationale... Ils sont peut-être mieux fondés que les États-Unis parce qu'ils ont ratifié quand même. Mais Francis, c'est peut-être si on suit la logique, sans la partager de Donald Trump, il peut se dire, mais si j'ai pas signé, pourquoi je peux être assujetti? Moi, c'est pas une raison non plus pour menacer les juges de sanctions. Non, c'est pas une raison, mais... Et de les juger sur le sol américain. Mais c'est une prérogative du dollar. Oui. C'est Maître l'a rappelé tout à l'heure. C'est la seule, la fédérale est la seule qui peut, au monde, dépêcher quand il y a une infraction sur le dollar, quand elle estime qu'il y a une infraction, elle peut dépêcher dans quelconque pays du monde sa police pour aller arrêter les personnes impliquées. Ça repose sur des accords. Très bien. Et tout ça n'est pas très rassurant, bien entendu. Bien sûr. On va marquer une pause et juste après, nous parlerons du retour inattendu d'une autre puissance, d'ailleurs, de la Russie en Afrique. À tout de suite. Vendredi, c'est permis. L'actualité dans tous ses états avec Francis Laloupeau et ses débatteurs. Avec Evra Nango, Abel Boyi, Pierre-Franck Tavares et Jean-Paul Benoît. Parlons à présent du retour inattendu de la Russie en Afrique. Alors tout est allé très vite, alors que rien ne laissait deviner les avancées de la diplomatie russe sur le continent. La Russie de Poutine a, en quelques mois seulement, au cours du premier semestre de cette année, multiplié les accords de défense et de sécurité, mais aussi des accords de coopération économique avec un nombre impressionnant de pays
Centrafrique, Burkina Faso, Gabon, Égypte, Burundi, j'en passe. Fin juillet dernier, pas moins de 16 pays d'Afrique ont signé un mémorandum de coopération militaire. 16 pays d'Afrique australe ont signé un mémorandum de coopération militaire et technique avec la Russie. Même la Côte d'Ivoire a engagé des discussions avec Moscou en vue d'un accord portant sur un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette soudaine offensive russe en Afrique, Pierre Tavares? Alors, on peut dire que, pour moi qui suis des ex-colonies portugaises, que la présence russe était très forte à cette époque. Et puis années 70. Voilà, dans les années 70, voilà, la puissance soviétique. Et puis elle s'éteint avec le mur de Berlin. Elle revient maintenant, encore qu'elle n'ait pas complètement été disparue, elle n'est pas complètement disparue pendant ce temps-là. Elle revient, me semble-t-il, sur deux dossiers, le dossier libyen, où la diplomatie russe a beaucoup travaillé, et le dossier ivoirien. Et la Russie est sortie catastrophée. Elle pense avoir été bernée sur ces deux dossiers-là. Et aujourd'hui, elle revient sur 3 bases. Elle est complètement réorganisée. On a un État maintenant qui est revenu sur ses bases historiques, d'une part. D'autre part, elle a retrouvé sa puissance militaire et on voit les manœuvres militaires qui sont faites depuis quelques jours avec la Chine, un déploiement du 20e des forces russes absolument incroyable. Elle est au relais d'une victoire en Syrie. Et puis en même temps, la bourgeoisie nationale russe est mise au pas. Donc l'autre phase, celle qui suit, et je le crois, il y a un accord, secret ou pas secret, entre la Russie, Israël et les États-Unis pour une nouvelle charpente du monde hors le Moyen-Orient. Là. Et sur l'Afrique, c'est ce à quoi on assiste, une pénétration stupéfiante. Je vais donner un cas très simple. Oui. Je vais donner un cas très simple. Rapide. J'étais à Bangui juste après la prise du pouvoir. À Bangui, oui. La RCA est d'ailleurs un cas emblématique de cette percée soviétique. Voilà. Pardon, et là, j'ai dit soviétique. Oui, Russe. Russe, voilà. La Fédération de Russie. Et là, je rencontre un vieil ami qui, à l'époque, était sous Kolingba, ministre des Mines, Edouard Apekabou. Et donc, il me sort un document concernant l'ensemble des richesses minières. Et donc, dans les tableaux, il y a 450 matières importantes dans le sous-sol de la Centrafrique. Oui. Et j'ai toujours pas compris pourquoi la France délaissait cela. Et maintenant, les Russes, bien évidemment, avec cette intervention militaire qui poursuit leur offensive contre Al-Qaïda, ils vont bien évidemment circonscrire leur périmètre à partir de la Centrafrique. Mais Jean-Paul Benoît, c'est vrai que cette offensive russe n'enchante pas tout le monde. On vient de parler du cas de la Centrafrique. À Paris, l'affaire est prise au sérieux. Il faut dire que la Russie a investi ce terrain qui a été, à un moment donné, déserté par la France avec le retrait de l'opération Serval. D'ailleurs, la pénétration, l'arrivée des Russes est intervenue très peu de temps après le retrait français de Bangui. Et de ce point de vue, la RCA, la Centrafrique, est un cas emblématique de cette pénétration russe en Afrique, non? Oui, j'approuve totalement ce que vient de dire le premier intervenant. La Russie, et il a cité à juste titre, les manœuvres sino-russes militaires, qui sont un symbole diplomatique et stratégique extrêmement important. La Russie veut redevenir une des premières puissances mondiales, et pour ça, elle a à la fois le bras commercial et le bras militaire. Elle veut restaurer cette puissance militaire. Et effectivement, comme il y a un certain nombre d'États d'Afrique en déshérence, dans le chaos, et c'est la RCA où toutes les influences ont joué dans tous les sens. Et le Tchad de M. Déby n'est pas totalement étranger non plus à toutes ces... Parce qu'il a eu une attitude parfois, pour le moins, ambiguë sur tous ces sujets. À tout le moins. Tout le moins. Donc, la Russie se réimplante, et elle a été présente. Vous l'avez dit dans les années 70, vous parliez des ex-colonies portugaises, ça a été vrai aussi à Brazzaville, puisque avec... ça, c'était avant. C'était avant, mais moi, je les ai vus. C'était un autre contexte aussi. C'était la guerre froide. C'était la guerre froide, mais ils étaient là. Donc, Poutine veut restaurer la grandeur de la Russie et l'Afrique est un terrain... C'est une pièce dans ce jeu. C'est un terrain important, à la fois parce qu'il y a des ressources stratégiques, minières, et ça va être vrai aussi au Libéria. Ils vont faire un certain nombre je vous le dis prochainement, d'efforts au Libéria, qui a un sous-sol extrêmement riche, et toutes les convoitises sont vers ce sous-sol. C'est ça. Et actuellement, il y a toute une série de choses qui se mettent en marche. Et comme effectivement l'Europe, et j'en reviens à l'Europe,
l'Europe n'est pas une puissance militaire, n'est pas une puissance stratégique, et que la France, le chef d'état-major vient de le dire, est à la limite de ses capacités militaires, même si on a des forces prépositionnées en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, vous avez fait allusion à la Côte d'Ivoire, et voilà, donc la nature militaire a horreur du vide. Donc la Russie est là. Bon, voilà, on parle évidemment des intentions russes. Et elle est d'autant plus là que la Chine, et je rappelle le récent sommet, où 54 chefs la Chine d'État, joue sa partie aussi fortement. 54 chefs d'État africains étaient à Pékin. Donc la Russie est très attentive à ce que font les Chinois. Alors on comprend bien, je veux dire, les visées russes, hein, évidemment, il y a ces accords militaires à Belbouilly, mais alors il y a aussi quelques opérations humanitaires qu'entreprend qu'entreprend la Russie en Centrafrique, qui ne trompent personne évidemment. Il y a des kits scolaires qui sont donnés aux enfants, etc. Et puis en arrière-plan, il y a évidemment l'exploitation des ressources naturelles de ce pays. On l'a bien compris. Mais dans ce contexte, que pourraient attendre précisément les dirigeants africains de la Russie? C'est vrai qu'au fond, c'est la question qui nous intéresse au fond. Votre question pourrait presque être synonyme de est-ce que les dirigeants africains ont un développement intellectuel assez fort. Non, c'est pas ça. C'est quand même eux qui signent les traités, ils signent des accords. Je vais assumer que c'est mon interprétation et bien entendu, je ne vais pas vous accuser. Vous êtes volontaire provocateur, j'entends bien. Exactement. Mais malheureusement, l'Afrique, c'est un petit peu, quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà, tout ce qui a été dit par les co-débatteurs du jour confirme un petit peu ce retour vers l'ancien monde où voilà, faut être un bloc puissant qui est capable d'interagir avec les autres blocs sur un rapport de force assumé. Deuxièmement, d'avoir l'arme nucléaire et troisièmement, d'avoir forcément le précaré en Afrique, bien entendu. Et bien entendu, tout ce qui est action pseudo-humanitaire, parce que je vais même pas insulter ce que c'est que vraiment l'action humanitaire, c'est uniquement pour avoir un précaré qui permettra d'exploiter des ressources. L'Afrique est quand même le seul continent... Mais pas répondre à ma question, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse au fond. Ça veut dire qu'attendent les dirigeants africains de ce deal, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent? D'avoir leur part, permettez-moi de parler aussi familièrement, leur part du magot, tout simplement. Leur part personnelle, vous voulez dire. Leur part personnelle. C'est pas dans l'intérêt de leur pays, vous voulez dire. Comme ça a été dit dans l'émission de vendredi dernier. Ce ne sont pas des stratégies, comment dire, dans l'intérêt de leur pays. Oui, bien sûr, pour l'amour du peuple, c'est ça, pour la citoyenneté, la main sur le cœur et tout, pas du tout. Pas du tout. Certains États vont être gagnants, mais les peuples vont être encore perdants. Et la jeunesse dedans va être encore plus perdante, sans vision pour son avenir, avec toujours la perspective de regarder l'ailleurs comme un futur Eldorado, et on va se plaindre encore de conséquences migratoires malheureuses. Et voilà, Nango. Oui, pour moi, je pense que non, les chefs d'État africains ont beaucoup à gagner dans les accords militaires avec la Russie, notamment au niveau de la stabilité aussi. Vous savez que non, il y a certains pays africains sont victimes du terrorisme, de la montée islamique. Et le problème, par exemple, la guerre de la Centrafrique, c'est la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Ça, c'est un peu l'apparence, en fait, qui est donnée par. C'est un peu le cache-sexe de ces groupes armés qui n'ont rien, évidemment, de confessionnel. Hein. Non, on peut pas dire ça. Il ne s'agit pas de guerre de religion en Centrafrique. Non, c'est pas une guerre de religion, tout à fait, mais. Apparemment, ça apparente à une guerre de religion. Ne reprenez surtout pas l'argument des groupes armés qui, évidemment, exploitent ce genre de concept. Non, il s'agit de groupes armés simplement qui se battent pour des territoires. On est là. Oui, donc, justement. Qui défient l'État, qui défient le monopole légitime. Il n'y a pas d'État. Donc, les chefs d'État africains, ils ont beaucoup à gagner. Parce qu'au niveau de la sécurité, les accords militaires, ça garantit au niveau sécuritaire. Vous pensez, que c'est une bonne nouvelle, donc, c'est ça? Mais dans cet agrégat de coopération entre la France et les pays africains, les États-Unis, l'Allemagne aujourd'hui d'ailleurs qui revient dans le jeu également, la Chine forcément, et la Russie qui intègre également, je dirais, cette espèce de grand festival de coopération. Qu'est-ce que l'Afrique gagne? Soyons prudents, monsieur. Permettez-moi au niveau de la réorganisation, par exemple, de l'armée au niveau de la RCA. La RCA aujourd'hui, les Russes sont en train de réorganiser l'armée centrafricaine. Oui. L'équiper militairement aussi. Bon, mais là encore, il y a un peu de stabilité maintenant en RCA. C'est un marché comme un autre, quoi, c'est ça? Non, mais c'est pas équipé militairement pour assurer la paix, c'est équipé militairement pour créer une dépendance. Là, on est en train de voir plusieurs États qui sont en train de se partager à nouveau le continent africain. C'est ça la réalité. Pierre Tavares, d'un mot, on va conclure ensuite. On a un maillage territorial commercial par la Chine. 10 000 entreprises couvrent le territoire africain, l'espace africain. Vous ne pouvez pas, quand vous lâchez comme ça une partie du secteur de la production et de la commercialisation, venir confier en plus le destin militaire à une autre puissance, fût-elle la Russie.
Donc je pense qu'on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus grave et plus profond pour nous qui sommes panafricains, et puis qui en même temps sont des amis de la liberté. Il faut, Frantz Fanon l'a indiqué, il faut véritablement que l'Afrique se ressaisisse. Dans quelques instants, le Flash Info avec Maître Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, écrivain, élu local à Épinay-sur-Seine, Abel Boyi, président de la plateforme Force républicaine, et Évrard Nango, président du Parti des démocrates congolais, membre fondateur du collectif Sauvons le Congo. Alors, on va conclure, Pierre Tavares, sur la Russie. Un mot de conclusion. On se posait la question de savoir qu'attendent exactement les dirigeants africains de ce partenaire russe qui opère là de manière offensive désormais en Afrique, une pénétration éclair depuis le début de l'année. Ce qui, moi, m'inquiète relativement à la question que vous posez, Francis, c'est une délégation de la souveraineté d'un pouvoir régalien, qui est celui de la protection des frontières. Cela m'inquiète beaucoup. Mais en quoi les accords de coopération russes seraient différents des accords de coopération avec la France, avec la Chine, parce que la Chine aussi aujourd'hui, derrière le commerce, il y a quand même aussi une pénétration militaire qui se fait. Il y a une base militaire chinoise désormais à Djibouti. Évidemment, les accords militaires avec les États-Unis aussi. En quoi ce serait différent avec les Russes? Non, ce n'est pas différent, mais ce qui m'inquiète, c'est l'amplification de cette dépendance-là. D'accord. À chaque nouveau partenaire qui arrive, il y a une amplification. On a bien ou mal négocié les indépendances sous la forme que vous indiquez. Après, la Chine. Maintenant, je ne comprends pas qu'on puisse, comme ça, avec une sorte de quiétude d'esprit, que nos dirigeants puissent ne même pas imaginer qu'une armée, ça se forme. J'écoutais récemment quelques amis du Mali qui avaient fait précisément une démarche vis-à-vis de Poutine parce qu'ils estimaient que l'opération Barkhane ne portait pas ses fruits. Et il y avait un courant très convaincu de ce que seule la Russie, sur la base de l'expérience syrienne, pourrait. Donc, je ne comprends pas. Ceux qui disent ça ne se posent pas la question d'organiser leur propre armée pour faire face, mais prétendent qu'il faut sans cesse déléguer. C'est un vrai problème, en tous les cas, pour moi. En tout cas, vous ne croyez pas que l'arrivée des Russes aujourd'hui à Bangui, en Centrafrique, pourrait, je dirais, faire évoluer favorablement la situation dans ce pays qui est évidemment, c'est un chaos total. Tout à fait. Vous n'y croyez pas? Si, je crois que ça va faire évoluer la situation. Ah bon? Dans quel sens? Dans un sens positif, parce que Poutine est Poutine. C'est-à-dire que quand il entrera dans cette bataille-là, il amènera jusqu'au bout. Il amènera jusqu'au bout. Mais qu'en fera le pouvoir centrafricain? Est-ce que M. Touadéra, je veux dire, s'il y a un accord, je dirais, en prenant en compte tous les paramètres que cela implique? Non, je ne crois pas qu'il est acculé. C'est un État qui est il n'y a pas de pouvoir centrafricain. Voilà, c'est un pouvoir qui est faible. Je connaissais assez bien jusqu'à en fait, en sorte d'une tutelle pour comment dire, pour revêtir une autre, pour revêtir allègrement une autre. D'accord. Non, mais s'il y a plusieurs tutelles, ça peut d'une certaine manière préserver un peu l'indépendance du pays. Parce qu'une seule tutelle, mais c'est ce qu'on appelle la diversification des tutelles. C'est la diversification des tutelles. On peut créer un nouveau concept. La diversification des tutelles est-elle utile à la démocratie? Voilà. Mais quand on voit la difficulté qu'il y a à mettre en place le G5 Sahel, et ça je rejoins ce que vous avez dit, c'est aux Africains, et notamment à l'Union africaine, mais je balaye devant ma porte, l'Union européenne est incapable de le faire aussi. Oui, c'est avec l'assistance, il demande l'assistance des États-Unis parce que les États-Unis au moins disposent assez de moyens militaires conséquents. Notamment, il y a des drones, il y a une base de drones américains au niveau de Niamey, au Niger. C'est ce qui permet à ce que cette zone soit un peu plus contrôlée, mais au niveau aussi de renseignement aussi, mais l'Union européenne a besoin des États-Unis pour pouvoir... Autant de contrôles qui échappent à l'État nigérien, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais bon, en même temps, il faut dire que ces drones nigériens sont fortement critiqués par l'armée nigérienne aussi, d'ailleurs. Mais l'armée nigérienne sous-équipée enfin, non, faut pas dire ça. Elle fait ce qu'elle peut, quand même. Oui, elle fait... Elle essaie de se battre contre Boko Haram quotidiennement. On peut pas... Il faut leur rendre quand même l'hommage mérité. Le problème avec les armées africaines, notamment, il y a aussi un phénomène que nous ne devons pas oublier, le phénomène du tribalisme aussi. Voilà, le phénomène du tribalisme, les armées africaines ont été démantelées aussi. Ils sont les armées monoethniques. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, que nous avons des décompositions Vous parlez pour le Congo, là, votre pays, ou que ce soit au niveau du Congo ou bien dans d'autres pays aussi, c'est pareil aussi. L'armée est recusée, que ce soit en RDC,
on est en CIA, tout ça, et l'armée a été récusée. Voilà, ce sont des armées qui ont été monnaie ethnique. Et une fois que non, celui qui est au pouvoir s'en va, il y a la décomposition de l'armée. Très bien. Sans transition, on va parler de cette polémique autour d'un rapport pour, dit-on, réformer l'islam en France. Donc, lundi dernier, l'Institut Montaigne a rendu public un rapport intitulé « La fabrique de l'islamisme » présenté par l'essayiste et ex-banquier Hakim El Karoui. Un rapport pour, dit-on, je cite bien, réguler l'islam en France. Alors, c'est en réaction à la prolifération des thèses islamistes sur Internet que l'Institut Montaigne préconise donc des mesures pour une pratique, dit-on, apaisée de l'islam. Parmi ces mesures, l'instauration d'une taxe halal sur le halal, le renforcement de l'apprentissage de l'arabe à l'école et la lutte accrue contre le discours salafiste sur les réseaux sociaux. Alors, Pierre Tavares, ce rapport intervient au moment où, il faut le dire, le gouvernement français s'active à produire lui-même des mesures visant à instaurer, je cite Emmanuel Macron, à instaurer les bases d'un islam de France. Alors, ce qu'il faut noter d'emblée quand même, c'est que ce rapport assume pleinement le lien entre islam et islamisme, puisqu'il indique qu'une pratique apaisée et régulée de la deuxième religion de France serait un rempart contre l'islam politique qui alimente les actes terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport? Je dirais quelques points. Le premier, c'est d'abord le titre. On a deux titres, en fait. Oui. On a celui que vous venez de citer, puis l'autre. La fabrique de l'islam. La fabrique de l'islamisme. Et puis, vous avez celui que l'Institut Montaigne indique, qui est un islam français est possible. C'est ça. Voilà. Donc on a deux titres. C'est vrai. Et les deux ne disent pas exactement la même chose. Merci de le préciser. Voilà. Ensuite, vous avez l'organisation du rapport. C'est un rapport qui fait à peu près 180 pages. Il y a deux grandes articulations, deux grandes articulations, et 4 chapitres. 4 chapitres. Les 3 premiers qu'on considère qu'il traite, c'est une analyse qui fait appel à 2 disciplines, pas à 3, à la géographie et à la démographie, donc des sciences, si on peut dire, sèches. Je m'interroge. Toujours en matière de méthodologie, je pense qu'il y a en matière cognitive, c'est-à-dire en matière de connaissances, il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on part du particulier au général, ce qui ne correspond pas à l'esprit scientifique français, qui en général part du général au particulier. Là, on part de l'islamisme, de l'islam, et ensuite on arrive à la France. Je pense qu'il faudrait plutôt faire l'inverse. Et pour moi, c'est un vrai problème de doctrine. La science n'est pas neutre quand elle s'affiche. Premier problème. Deuxième problème, je crois qu'il y a une relation avec l'islam en France qui n'est pas nouvelle, contrairement à ce que fait croire le rapport, en prétendant qu'il remonterait à peu près au XXe siècle. Oui. Il pourrait être encore plus précis, après la marche des Beurs de 83, à partir de 89, il y a une prise en compte. Voilà. Et or, 732, c'est la première grande confrontation de l'islam et la France. On a ce que l'historiographie arabe appelle la bataille du pavé des martyrs, que les Français appellent la bataille de Poitiers, où sur l'appel de Eudes, le maire du palais, Martel vient et puis arrête. Charles Martel arrive et arrête l'incursion que mène le gouverneur d'Espagne, qui est lui-même arabe. Ça, c'est le premier point. Et ça a marqué beaucoup l'inconscient collectif français et l'historiographie française, et c'est ce que le Front National, en général, anime en permanence pour justifier son inquiétude. Et puis après, vous avez les Lumières, Voltaire en particulier, Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui ont une approche très critique de l'islam, la définissant comme incompatible. Et puis, ce courant-là s'achève avec un ouvrage, l'ouvrage de Braudel sur l'identité de la France, dans lequel, vers la fin du tome 1, il indique, il dit « L'islam n'est pas simplement une religion, ce qui fait problème, c'est qu'elle est une civilisation. » Donc, il faut, lorsque nous problématisons à partir de l'historiographie française, il faut qu'on se demande à quoi nous avons affaire. Alors, ensuite, c'est pas trop long, parce que là, vous donnez un cours magistral. Non, mais terminez quand même. Voilà, je vais juste terminer. Ensuite, on a, sous la Révolution française, un auteur que moi j'affectionne en particulier, un révolutionnaire, Anacharys Claust, qui écrit La République universelle, dans laquelle il définit pour la première fois en France ce que peut être une relation apaisée de la France révolutionnaire qui doit bâtir la République universelle avec l'islam. Non, c'est une histoire ancienne, quoi. Exactement. Et je ne comprends pas pourquoi le rapport tel qu'il est amené ne tient pas compte de l'histoire de France. Je vais juste terminer, Francis, si vous me le permettez, sur 2 carences que je trouve tout à fait anormales. La première, c'est que comme élu,
souvent, ça fait 40 ans que je fais de la politique locale. Souvent, je vois, au moment des occasions des élections municipales, je vois une série d'imams noirs qui viennent se plaindre de ce que, dans les prêches, ils ne sont pas considérés comme tels et ils font une revendication de l'islam noir que moi, je ne retrouve pas dans ce rapport. De l'islam noir. L'islam noir de France. Et je pense qu'il y a là une carence fondamentale sur laquelle nous devons absolument réfléchir. Et puis après, il y a quand même, parmi les grands courants de l'islam, un courant qui est relativement républicain, qui est même républicain, c'est le courant ibadiste. Et je ne comprends pas que ce rapport-là ne fasse pas référence, parce que dans l'ibadisme musulman, il est indiqué que celui qui part en terre étrangère s'adapte aux coutumes locales. Donc, il y a quelque chose qui, moi, me dérange dans ce rapport. Et bon, je veux pas faire trop long, mais je suis extrêmement réservé. Au fond, pour résumer, ce rapport est très réducteur. Très réducteur. Oui. Et je pense qu'il veut internaliser un conflit entre l'islamisme et l'islam. Je pense que les autorités françaises devraient saisir ce rapport avec de grandes pincettes. D'accord. Abel Boyi, votre opinion sur ce rapport? Je pense que ça sera un coup d'épée dans l'eau encore. Ce qui m'embête toujours avec ces rapports, c'est d'abord la communication que l'on fait autour. Donc on annonce ce rapport qui serait un petit peu comme la solution à tous les problèmes. Monsieur El Karoui qui fait le tour des médias. On annonce déjà que le ministre de l'Intérieur a déjà en quelque sorte approuvé ce rapport, mais il y a des problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé des mesures emblématiques comme l'arabe à l'école et la taxe sur le halal. Je tiens à repréciser, la taxe sur le halal, ça ne date pas des propositions de campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais c'est un débat qui date des années 90. Pour se baser en parallèle à ce qui se passe au niveau Expliquez-moi, du milieu judaïque. comment taxe le halal d'abord? Justement, quel produit Le but, ça serait d'instaurer une taxe pour financer les lieux de culte et toujours orchestrer cet islam en France. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'islam de France, mais il faut savoir que nos amis français et étrangers de confession musulmane n'aiment pas que l'on parle de l'islam de France. Pour eux, l'islam, c'est l'islam. Parce que s'il y a un islam de France, il y aura un islam d'Italie. Il n'y a pas un christianisme de France, un christianisme de Yougoslavie. Et pareil pour toutes les autres confessions religieuses. Donc, la problématique, c'est que la communication qui est faite autour va créer une crispation, déjà qu'il y en a assez chez nos amis de confession musulmane, parce qu'ils ont déjà l'impression d'être un petit peu les boucs émissaires de tous les problèmes et de tous les maux inhérents au déficit de la citoyenneté française. Et l'autre chose que les politiques ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas en réglant les problèmes inhérents, on va dire les déviances, parce que bien entendu, on ne va pas légitimer ce qui se fait, on voit qu'il y a des déviances, mais ce n'est pas en réglant ces problématiques-là qu'on va réussir à créer une citoyenneté française forte. Il faut aller à la base du problème, à la psychologie des individus qui sont concernés dans la vie de la cité. Les citoyens, quoi. Les citoyens, exactement. Il faut revenir à ça. C'est très facile de faire des amalgames. C'est un espèce de rapport qui brosse rapidement les choses, et puis dans la communication, on envoie la personne d'origine orientale pensant que ça va passer, mais voilà, cette communication qui date des années 80-90 ne marche plus, et ça sera un coup d'épée dans l'eau, comme l'a été le plan Borloo. Il y a un côté essentialiste aussi. Oui, et puis la dernière chose que je me dis, c'est que quand même, lorsque les candidats sont en campagne présidentielle, avec les problèmes que l'on a eu justement avec les attentats et toutes les attaques, c'était une question qui était censée être essentielle. Alors qu'il y ait des conseillers au quotidien pour accompagner le président de la République, je le comprends. Mais comment se fait-il qu'on ait besoin de commander encore un énième rapport et de faire une énième communication pompeuse autour de celui-ci, comme si cette chose n'avait pas été réfléchie en amont? Merci Abel Boyi, vous qui connaissez bien le terrain d'ailleurs. Maître Jean-Paul Benoît. J'approuve l'essentiel du cours qui nous a été donné. Je le dis sans ironie. Et vous avez parlé de Charles Martel. C'est vrai que moi j'ai été un jeune écolier, on récitait Charles Martel, 732, on a arrêté les Arabes. Ça faisait partie de la légende. Et on l'a chanté, quasiment. Ah oui. Pour être plus sérieux, je suis d'accord sur le fait qu'il fallait partir de l'universel et de l'universalisme républicain pour aller au détail. Et pour aller Mais on a pris l'habitude intellectuelle, maintenant, dans un certain nombre de sujets, de traiter par petites communautés, par petites minorités, par problèmes. Et on fait les amalgames. Moi, je vais être très simple pour ne pas dire simpliste. La République française, elle a des lois qui s'imposent à tous les citoyens de la même manière. On a réglé avec beaucoup de difficultés, les drames de l'histoire, etc., le rapport entre l'État républicain et les confessions. On doit avoir vis-à-vis de l'islam la même attitude, les mêmes exigences qu'avec toutes les autres confessions. Point final. Je n'ai pas réglé le problème, mais je pose les bases. Et moi, je ne veux pas refaire l'histoire.
Je ne veux pas la réécrire, je ne veux pas la réinventer. Je veux dire, la République est une et indivisible. Elle a une vocation universaliste et les citoyens sont tous égaux en droit dans ce pays. Et l'islam doit être traité comme toutes les autres religions, ni mieux, ni plus mal, ni différemment. Merci, Maître Jean-Paul Benoît. Evra Nango, c'est à vous de vous y coller sur ce rapport. Oui, par rapport à ce rapport, ce que je dirais que l'islam au niveau de la France, il y a un problème au niveau de la France. Parce que, oui, tout à fait. Bon, mais je pense que non, c'est au niveau de l'intégration. Parce que au niveau de l'intégration, c'est là où ça pose problème. Mais qui s'intègre? Parce qu'on parle les populations. Il y a des musulmans français quand même. Oui, justement. Mais les Français de s'intégrer à la France, ils sont intégrés de fait. Ils sont français de confession musulmane. Soumis aux lois d'ailleurs qui viennent de rappeler. Oui, justement, mais ils ont comme l'impression que, parce que d'aucuns, ils veulent imposer l'islam au niveau de la France, alors que non, la France étant un pays... Vous parlez d'une minorité là quand même. Oui, mais justement, ce rapport base de cette minorité-là, c'est par rapport à cette minorité. Ce rapport oublie qu'il y a des actions minoritaires qui ne font pas, qui ne font pas la généralité, je dirais, de la société. Oui, on revient à l'universel, oui. Oui, juste tout à fait. Mais la République, elle est laïque, et la République, elle est universelle. Il faudrait que non, la fermeté qui est vis-à-vis de toutes les religions soit aussi pareil aussi au niveau de l'islam aussi. Oui, comme pour toutes les religions. Mais si vous me permettez, il y a une chose que l'on ne comprend pas justement dans ce traitement universel et que les politiques ne comprennent pas. L'un des défis de la France du 21e siècle, c'est quoi? Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a trop de communautés d'histoire, justement. Et il ne faut pas traiter justement les problèmes de façon communautaire. C'est comment on passe de plusieurs communautés d'histoire à une histoire commune qui nous concerne tous. Et tant que c'est l'enjeu sociétal majeur. Et tant que les politiques ne comprennent pas cela, on va continuer de tourner en rond et ce rapport sera un coup d'épée dans l'eau, je le répète. Est-ce qu'il n'y a pas tout le temps, je dirais quand même, tous ces rapports ne se font pas un peu les yeux tournés vers le Front National? Parce qu'on a l'impression finalement que ce sont des réponses qu'on veut donner à des angoisses qui ne sont pas forcément justifiées. De toute façon, on donne de l'eau à leur moulin parce que les personnes qui ont des pensées islamophobes et très rigoristes sans être musulmanes, pour reprendre ce terme, eux vont dire que, par exemple, on a vu ce qu'a dit monsieur Dupont-Aignan et madame Marine Le Pen et monsieur Louis Alliot dans les médias dès qu'on a parlé de l'aspect de l'arabe à l'école, par exemple. Mais il ne faut pas croire que, si vous me permettez de finir, juste un point, une précision. Faut pas croire que même parmi les musulmans, leur rêve, c'est que l'arabe soit diffusé à l'école. Parce qu'il y a des débats même entre eux. Vous avez une partie de nos amis de confession musulmane qui préfèrent se référer à des associations cultuelles qui enseignent l'arabe aussi et qui vont remettre en cause justement l'intégrité, la qualité des professeurs qui sont susceptibles d'être utilisés dans le dispositif de l'éducation nationale. Donc il faut pas quand même, faire des procès d'intention en fait aux personnes de confession musulmane comme si elles voudraient qu'il y ait un grand remplacement, qu'elles voudraient que en gros la France devienne un pays de culture arabe. Ce n'est pas vrai. Conclusion, Maître Jean-Paul Benoît, en 30 secondes. Je ne fais aucun procès d'intention à quiconque. Je dis deux choses. L'arabe à l'école doit être enseigné comme une langue étrangère, au même titre que les autres. Ça me paraît tout à fait normal qu'on puisse apprendre l'arabe. C'est une civilisation, c'est une langue, c'est une littérature, c'est une culture. Et ça prend la Sorbonne, d'ailleurs. Mais on peut commencer, on peut l'enseigner, comme on enseigne le russe ou le chinois au collège ou au lycée, on peut enseigner l'arabe. Comme dans le rapport. Absolument pas. Et j'ajoute quand même, chaque fois qu'on parle de l'islam et qu'on critique tel ou tel comportement ou qu'on s'interroge sur la compatibilité de... Parce que l'islam n'a pas fait totalement la césure entre la religion et la politique. Et ça me gêne. Mais dès qu'on parle de l'islam, ne soyons pas traités d'islamophobes. Merci, on va conclure là-dessus. Merci Jean-Paul Benoît, Maître Jean-Paul Benoît d'être venu. Pierre-Franklin Tavares, merci. Abel Boilly, merci également. Vous êtes maintenant sociétaire assidu de VCP. Evra Nango, merci pour cette première fois. Merci d'être venu. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast sur notre site africa1.com. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Bon week-end et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez encore.